panel numéro 2 sur le climat des affaires de la RDC sera modéré par Madame Nina Massangou, représentante résidente de TBI, que j'aimerais inviter dès maintenant à s'installer sur son siège de modératrice. Nous accueillons également sur ce panel Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Aimé Boji Sangara. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Au milieu. Merci, Excellence. Le deuxième panéliste est le coordonnateur de la cellule du climat des affaires, M. Roch Bachala. M. Malik Fall, représentant résident de la SFI, peut nous rejoindre également sur ce panel. M. Moustapha Raouji, directeur général de la Raobank, que j'invite à s'installer. Et enfin, Monsieur l'administrateur délégué de la FEC, Monsieur Jean-Justin Bonanger. Merci de bien vouloir vous installer. Le keynote speech pour ce second panel sera prononcé par Madame Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances de la République française. Madame la ministre, s'il vous plaît, je vous laisse l'estrade. Monsieur le ministre des Finances, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, chers compatriotes. Je suis évidemment très heureuse de participer aujourd'hui à cette conférence et je remercie le ministre des Finances et toute son équipe de m'avoir invité à partager aujourd'hui vos débats. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous mon sentiment sur cette question cruciale, non pas en tant qu'ancienne ministre, mais en tant qu'entrepreneur qui a travaillé sur 4 des 5 continents de cette planète, qui a été entrepreneur, qui a été cadre dirigeante dans des grands groupes internationaux pendant 30 années de ma vie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet angle? Eh bien parce que lorsque l'on parle de risque pays et de climat d'affaires, on s'adresse d'abord et avant tout à des entrepreneurs et des investisseurs, femmes et hommes, qui souhaitent porter un projet de faire fructifier leurs capitaux. On parle à des institutions et à des organisations internationales. On parle à des acteurs économiques à qui il va falloir non seulement donner envie, mais aussi et surtout instaurer un climat de confiance qui sera nécessaire pour investir ici plutôt qu'ailleurs. Or, bien souvent, ces personnes connaissent mal la RDC parce qu'elles ne vivent pas dans le pays et tout ce qu'elles savent, elles le lisent dans les rapports, elles le voient dans les médias, elles le découvrent dans la presse ou, pire encore parfois, au travers des réseaux sociaux. C'est dire l'importance de l'accès à une information qualitative. Je dois vous avouer avec tristesse que je n'ai jamais vu un continent aussi stigmatisé, dénigré et critiqué que le nôtre. Parfois, les Africains eux-mêmes s'adonnent à ce sport international. Dans ma vie, j'ai entendu parler du continent comme le continent noir. Pas seulement à cause de la couleur de notre peau, non. Plutôt du fait de tous les défis auxquels nous sommes confrontés depuis des décennies. La pauvreté, les conflits, le manque de stabilité, la tendance à l'aide internationale, la corruption, etc., etc. Imaginez que vous soyez investisseur ou investisseuse. Est-ce que vous vous sentiriez en confiance pour investir dans un tel environnement? Eh bien, contre toute attente, oui. Malgré tous ces défis, les investisseurs savent combien le potentiel de l'Afrique est grand.
et combien les opportunités sont nombreuses. Des infrastructures à l'agro-industrie, des technologies du digital et du numérique à l'éducation ou encore à la santé, tant de choses restent encore à développer. Et on peut imaginer que si, malgré tous ces défis, l'Afrique reste attractive, eh bien, en améliorant sensiblement le climat des affaires, en créant des standards internationaux reconnus et en rassurant les investisseurs potentiels, eh bien, nous pourrions en retirer un triple bénéfice. D'abord la croissance économique, ensuite la stabilité financière et par ricochet, bien sûr, le développement humain. Parce que comme le disait Stanislas Zézé ce matin, c'est une chose d'avoir des atouts et du potentiel, mais c'est une autre chose que de pouvoir les transformer en opportunités. C'est, je crois, le principal objectif que nous devons poursuivre dans les mois et les années à venir. Et votre pays, au travers des initiatives telles que celles que vous avez prises aujourd'hui, montre sa détermination à embrasser ce défi. En 2015, la RDC était saluée dans le rapport annuel Doing Business comme faisant partie des 10 pays au monde ayant engagé le plus de réformes visant à améliorer l'investissement et l'entrepreneuriat. Et puis en 2017, la RDC a encore gagné 2 places dans le classement Doing Business grâce à une nouvelle réforme sur la création des entreprises. Mais apparemment, malgré la bonne volonté affichée, ces réformes n'ont pas donné tout le résultat escompté. Et comme le disait Monsieur le ministre des Finances ce matin, vous pouvez mieux faire. Pour construire cette confiance, plusieurs actions sont importantes, comme poursuivre le renforcement des infrastructures économiques pour encourager les investisseurs et construire des partenariats internationaux gagnant-gagnant. Ou encore, solidifier les institutions telles que la police et le système judiciaire pour favoriser un climat d'affaires juste et transparent. Et enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, former le capital humain pour accompagner cette croissance espérée. Alors que nos générations n'ont jamais connu autant de crises cumulées et que la récession menace le monde entier, nous avons l'opportunité d'écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. Pour cela, il nous faut commencer par nous faire confiance et capitaliser sur les richesses intrinsèques du continent. Nous devons utiliser des outils adaptés à nos contextes, tels que ceux qui nous ont été présentés ce matin par Bloomfield Investment. Et enfin, nous devons trouver des solutions adaptées localement à toutes les catégories socio-professionnelles. Le monde est en pleine mutation, ça ne vous a pas échappé. L'Europe vieillit et elle se replie sur elle. Les choix récents de l'Angleterre, de l'Italie ou de la Suède questionnent. La radicalisation galopante de tous ces pays inquiète. Les guerres froides larvées entre les puissances économiques actuelles interrogent. Ces transformations profondes nous permettent de rêver grand et de voir les 54 pays de ce continent s'unir pour s'élever enfin sur l'échiquier mondial. Aujourd'hui, un pays européen seul aurait du mal à surmonter ces crises multiples. Mais ensemble, elles résistent aux chocs mondiaux et la pandémie en est un bel exemple. Nous savons tous ici que cette ambition passera par un leadership éclairé et la vitalité d'une économie inclusive, sociale et solidaire qui évitera à des millions d'Africains de prendre des pirogues de fortune pour aller s'échouer sur les rives de la Méditerranée. Et si un pays aussi gâté par la nature que la RDC, avec ses ressources naturelles exceptionnelles, capable de nourrir et d'électrifier tout le continent grâce à ses terres arables, à sa formidable biodiversité et son potentiel hydroélectrique, eh bien, si ce pays pouvait s'allier avec d'autres pays du continent, je vous laisse imaginer l'espoir qui naîtrait dans le cœur de millions de fils et de filles africaines, en plus du peuple congolais lui-même. C'est pourquoi je souhaite de tout cœur que cette conférence ouvre la voie à des solutions concrètes et pratiques qui fassent de la RDC un pays attractif pour les investisseurs du monde entier. D'ici 2050, le continent africain aura la plus forte population active du monde. Ce peut être un nouveau défi ou une merveilleuse opportunité. Chers décideurs politiques, économiques,
et institutionnelle. Vous avez chacun ici dans cette salle le pouvoir de faire changer les choses et d'accélérer l'ambition de l'Union africaine pour 2063, à savoir, je cite, « tirer des leçons du passé, s'appuyer sur les progrès en cours et exploiter stratégiquement toutes les opportunités possibles disponibles à court, à moyen et à long terme afin d'assurer des transformations socio-économiques au cours des 50 prochaines années. Un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner sous nos yeux. À nous de décider la place que nous souhaitons y prendre. Je vous remercie. Je retiens que nous avons 2 heures pour ce panel, c'est fantastique. D'autant plus que le sujet concernant le climat des affaires en RDC reste un sujet très passionnant. Donc je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Elle l'a souligné clairement, il y a encore beaucoup à faire. Donc ma première question va s'adresser à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Comment faire mieux? Selon vous, quel est le rôle quel rôle pourrait jouer le budget du pouvoir central dans l'amélioration de ce climat des affaires en RDC? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par dire un mot sur le budget. Le budget, c'est l'outil qui permet au gouvernement, à travers ses politiques publiques dans différents secteurs, d'atteindre les objectifs qui sont contenus dans son programme d'action. De ce point de vue, le budget devient donc un véritable instrument, non seulement de croissance économique, mais aussi de développement. Et les efforts que nous fournissons depuis que nous sommes à la tête du ministère du Budget, c'est de le transformer en véritable outil de développement et de croissance dans notre pays. Aussi, je voudrais dire qu'en matière des risques, notre pays s'est aligné sur les bonnes pratiques parce que depuis l'exercice 2021, nous produisons, avec la loi des finances publiques qui est présentée au Parlement, un document qui s'intitule « La déclaration des risques budgétaires ». Ce document analyse donc les risques qui peuvent empêcher la bonne exécution du budget au cours de l'exercice. Et ces risques ne sont pas seulement identifiés, mais on y assigne aussi des mesures d'atténuation pour chaque risque. Ceci pour permettre à ce qu'en cas de choc extérieur, la bonne gestion du budget et la situation économique puissent être à mesure d'anticiper et d'éviter que les risques ne puissent perturber la situation économique du pays. Donc c'est déjà un signal fort qui montre que nous prenons cette question des risques au niveau de l'exécution budgétaire avec beaucoup de sérieux. Alors je voudrais aussi dire un petit mot sur l'évolution du budget dans notre pays. Le ministre des Finances en a parlé un peu lors de son introduction, mais quand vous comparez le niveau du budget actuel à celui de 2019, on l'a triplé. Donc, nous sommes partis de 5,2 en 2019 et pour 2023, nous avons présenté un projet de loi des finances au bureau de l'Assemblée à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains, équivalent en francs congolais. Donc, c'est une évolution qui présente de bonnes perspectives en termes d'amélioration du climat des affaires dans la mesure où, à travers les politiques publiques qui sont contenues dans le programme du gouvernement dans différents secteurs, ces budgets-là peuvent positivement affecter le climat des affaires et aussi contribuer de manière significative à la réduction des risques pays. Alors, je vais donner un exemple, un ou deux exemples pour illustrer cela. Nous avons reçu une cotation de 4 par rapport aux paramètres sociaux politiques. Et il s'agit ici nommément de la situation à l'est de la République qui continue non seulement à miner la croissance du pays, mais aussi qui crée une mauvaise perception par rapport à la République démocratique du Congo. Quelle est la réponse que le budget apporte par rapport à ce risque-là? C'est l'augmentation sensible des ressources budgétaires au secteur de la défense, tel que l'a signifié le ministre des Finances ce matin. Et ici, je voudrais, par exemple, vous dire que par rapport à 2023, nous avons
sensiblement augmenté les recettes allouées au secteur de la défense nationale, qui constitue aujourd'hui 11,2% du budget de l'État. Notre pays vient de se doter d'une loi de programmation militaire qui nécessite des investissements à hauteur d'1 milliard de dollars américains par an. Et ces ressources-là sont allouées dans les budgets 2023. Et cela devrait donc permettre à nos forces d'accroître sa force de frappe et aussi de devenir une véritable force dissuasive pour gérer cette question d'insécurité qui a été mentionnée ici ce matin. Deuxième élément mentionné par le rapport, c'est le besoin de la diversification pour augmenter notre capacité de résilience. Le ministre des Finances a parlé du secteur industriel. Oui, nous sommes un pays minier, mais je reste fondamentalement convaincu que nous sommes un pays à vocation agricole. Nous avons des milliers et des milliers de terres arables, nous avons d'abondantes ressources en eau fraîche, une pluviométrie qui nous permet de devenir une véritable puissance agricole au cœur de l'Afrique. Nous pouvons nourrir l'Afrique, nous pouvons nourrir au-delà de l'Afrique. Et donc, pour traduire cette volonté, cette ferme volonté, qui reflète d'ailleurs la volonté du président de la République, qui parle souvent de la revanche du sol sur le sous-sol, nous avons dans les budgets 2023 augmenté les ressources allouées au secteur de la pêche et de l'élevage. Ce secteur a connu un accroissement en termes d'allocation budgétaire de 202%. C'est une première, c'est inédit dans ce pays et ça traduit la volonté ferme du gouvernement de prioriser ces secteurs importants qui peut changer la donne non seulement en termes de la restructuration de notre économie, mais aussi nous pouvons devenir un pays exportateur de produits alimentaires et donc engager des recettes dans ces secteurs. Le secteur de l'agriculture a connu un accroissement de 102% en termes d'allocation budgétaire pour 2021. Pour terminer, je voudrais chuter peut-être sur certaines réformes, puisqu'il a été fait mention ici dans le rapport des réformes qui ont été engrangées pour la restructuration de l'économie, pour consolider la croissance économique. Les marchés publics constituent un facteur de risque pour les investisseurs. Alors, il y a 2 semaines, le chef de l'État a lancé le SIGMAP. Le SIGMAP, c'est une réforme qui permet aux participants au marché public de soumissionner leurs offres sans entrer en contact avec les agents de l'administration. Ça veut dire qu'un opérateur qui peut être à New York, à Dubaï, et participer à un marché public au même titre que celui qui est ici à Kinshasa. Il y a des gains d'efficacité, il y a des gains de transparence, mais aussi des gains en termes de réduction d'opportunités de corruption, parce que c'est un problème qui continue à hanter ce secteur. Il y a la grande réforme financière, des finances publiques, qui concerne la réforme budgétaire. Et dans cette réforme, nous sommes en train d'émigrer vers les budgets programmes à l'horizon 2024. Cela veut dire tout simplement que toutes les phases administratives de l'exécution de la chaîne de la dépense seront déconcentrées et le ministre sectoriel sera en charge donc et de l'exécution de ce programme et du suivi de l'exécution de ce programme. Ce programme a comme fondement, le budget programme a comme fondement la gestion axée sur les résultats. Ça veut dire que nous pouvons espérer beaucoup plus de transparence et beaucoup plus de résultats dans nos politiques publiques. Pour terminer, il y a la réforme qui n'a pas été peut-être mentionnée ici, puisqu'il s'agit des opérations d'importation et d'exportation. Cette réforme vise la dématérialisation totale des opérations d'importation et d'exportation, avec des gains en termes de réduction des délais et d'augmentation des recettes des douanes, mais aussi de la réduction des risques de corruption. Donc, en conclusion, le budget de l'État est un véritable outil qui peut améliorer et contribuer à améliorer le climat des affaires, mais comme cela a été dit ce matin, il faut veiller à la bonne exécution des dépenses publiques et à la bonne allocation des recettes de l'État. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. En tout cas, c'était très clair. Je vais donner peut-être l'opportunité au coordonnateur de la cellule climat des affaires à la présidence, M. Roch Bachala,
de s'étendre peut-être un peu plus sur les réformes qui sont mises en place pour améliorer l'environnement des affaires et surtout expliquer comment les retours du secteur privé sont pris en compte dans ce cadre-là. Bien, merci pour la question et bon après-midi à tous. Voilà, donc j'aimerais déjà revenir sur un élément. Lors de la présentation, j'ai noté que Bloomfield, en tout cas, a enregistré en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires au pays, dans le cadre de ses projections, des progrès en termes de perspective, tout en demeurant dans une approche très prudentielle, mais tout en retenant également cette ferme volonté aujourd'hui qu'il y a à pouvoir faire bouger les choses, à pouvoir faire avancer les choses. Et ça, je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que quand on fait justement tout le diagnostic, donc je présente ce cas justement pour bien répondre à ces deux questions. Quand on fait tout le diagnostic, on se rend compte qu'il y a un problème pertinent qui est en train de se poser avant l'arrivée de l'actuel chef de l'État. C'était la faible impulsion au plus haut sommet de l'État dans la prise en charge des problématiques qui étaient afférentes à l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Aujourd'hui, je pense qu'il faut dire que cette impulsion, elle est réelle et elle se manifeste à deux niveaux. Premièrement, au plus haut niveau de l'État, le chef de l'État a pris le soin de mettre en place un point focal d'interaction directe entre le plus haut sommet de l'État et le secteur privé. C'est donc la cellule climat des affaires que je représente aujourd'hui. Mais également, au niveau du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a toute une équipe en charge du climat des affaires et aujourd'hui, chacun des ministres dispose d'un point focal qui gère les problématiques du climat des affaires ainsi que les réformes. Mais ça ne s'arrête pas là. Au niveau institutionnel, il y a quelque chose qui n'est peut-être pas connu de tous, c'est que la question du climat des affaires est vraiment remontée au plus haut niveau politique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a un véritable conseil des ministres restreint simplement sur les problématiques du climat des affaires et qui gère les questions de suivi et évaluation. Vous savez, moi, dans mon équipe, j'ai le privilège d'avoir un ancien dans ce domaine, donc, qui était l'ancien secrétaire exécutif du comité permanent de concertation économique, donc du CPCE, qui aujourd'hui sait me dire qu'avec ce système, on sait avoir des ministres évalués sur des assignations précises. Concrètement, madame, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est fait? Ce qui est fait aujourd'hui, c'est que la feuille de route du gouvernement, qui a retenu un certain nombre de réformes, a été déclinée en assignations à charge des différents ministres, ce qui ne se faisait pas avant. Mais encore plus loin, parce qu'on sait qu'au pays, généralement, initialement, il y a même quelqu'un qui a eu à me dire une fois que on pense avoir fini une réforme dès qu'on a finalisé l'étude. Le grand problème qui se pose, c'est généralement la mise en œuvre de ces réformes-là. Et pour se rassurer de la mise en œuvre des réformes, le chef de l'État, accompagné du Premier ministre, préside trimestriellement des réunions d'évaluation de chaque ministre sur l'état de la mise en œuvre de ces assignations qui ont été déclinées en action. Aujourd'hui, il y en a 77. 77 réformes sur lesquelles les ministres sont évaluer ce qui n'existait pas avant. Et sur ce terrain-là, justement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, voilà, il y a plusieurs défis. Il y a des défis importants qu'on sait reconnaître, des défis en termes, le ministre des Finances en a parlé, en termes de fiscalité et de parafiscalité, des défis importants en termes de sécurité juridique et judiciaire, des défis importants en termes de lutte contre la corruption, des défis importants en termes de des défis importants en termes du fonctionnement ou de la réactivité de certaines diligences administratives, mais aujourd'hui, l'on peut dire qu'il y a une véritable prise en charge des réformes et une véritable appropriation. Cette feuille de route est déclinée en 4 axes. Donc il y a des réformes qui visent à la rationalisation de la fiscalité. Donc vous comprenez bien que le classement même de ces réformes est lié aux problèmes qu'on a. Il y a des réformes qui visent l'amélioration de la sécurité juridique et judiciaire. Il y a des réformes qui se concentrent sur le doing business. À l'époque, ils se concentraient sur le doing business, mais le chef de l'État a insisté que même si le rapport était suspendu au niveau de la Banque mondiale et qu'il y aura cette migration au niveau du BEE, que chaque ministre s'attelle sur ces réformes parce qu'elles permettent de gérer elles permettent de délivrer une bonne perception du pays, mais elles permettent aussi
de renforcer sur certaines réformes la célérité, la dématérialisation des procédures. Il y a également des réformes qui concernent l'environnement économique général. Le ministre du Budget était en train de parler tout à l'heure du SIGMAP. Le ministre des Finances a cité la réforme sur le logiciel de gestion en matière des recettes non fiscales. Tout au début, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, était revenu sur un certain nombre de choses concernant la suppression de 14 prélèvements au niveau de la fiscalité à la porte et le rabattement des taux. Et donc tout cela est mis en œuvre et suivi jusqu'au plus haut niveau avec un dispositif qu'on a su mobiliser. C'est une sorte de tableau de bord numérique dans lequel toutes les assignations ont été téléchargées avec un code couleur qui permet d'évaluer les performances de chaque membre du gouvernement concerné. Pourquoi est-ce qu'il a fallu se concentrer sur les ministres? Parce que comme vous le savez, les ministres, sur base du dédoublement fonctionnel, sont non seulement des autorités politiques, mais ce sont aussi les premières autorités administratives de leur secteur. Et donc, à ce niveau-là, il y a des choses qui sont faites. Maintenant, comment on fait pour, donc le deuxième volet de votre question, se rassurer des retours du secteur privé? On a parlé tantôt du baromètre national, du climat des affaires. Eh bien, sur cette réforme-là, justement, alors, je suis un peu hésitant à en parler parce que le chef de l'État a voulu personnellement lancer la réforme. Elle est importante, pourquoi? Parce qu'elle permettra de renforcer le dialogue public-privé. Elle enregistre un certain nombre d'indicateurs partant des problématiques qui peuvent s'aligner sur les ordres politiques et sécuritaires en passant sur la fiscalité, la sécurité juridique et judiciaire jusqu'au niveau même de la main-d'œuvre et des problématiques d'infrastructure. Donc c'est un outil qui permettra justement à la République démocratique du Congo, au-delà de toutes les évaluations extérieures, de s'évaluer soi-même et de permettre au secteur privé, qui est celui qui vit en réalité le climat des affaires, de pouvoir se prononcer sur un certain nombre de choses. Ça permettra finalement à l'État de connaître les vrais problèmes, de faire le bon diagnostic et de donner la bonne thérapeutique qu'il faut sur les réformes. Donc, madame, si vous me permettez de le dire, je conclus en disant, alors quand vous dites qu'en dépit de cette détermination qui est affichée, le rapport présente encore qu'il reste des efforts à fournir, je pense qu'il faut un peu recalibrer cette question-là. Moi, je dirais ceci. Certes, il y a des défis importants qui consistent aussi à maintenir les réformes sur lesquelles on a avancé. Guichet unique de création d'entreprises, on ne devrait pas reculer là-dessus. Il faut maintenir les acquis. Des défis importants en termes de fiscalité et de tous les autres paramètres qu'on a évoqués. On pourra en revenir sur les réformes, mais il y a lieu de reconnaître aujourd'hui qu'en dehors de toutes les autres tracasseries qu'on peut voir, qu'il y a cette détermination sans faille et importante à vouloir améliorer le climat des affaires au pays. Je pense que les lignes bougent, je peux vous le rassurer, et elles bougeront davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bachala. Effectivement, il y a beaucoup qui est déjà mis en place et il est important de communiquer au secteur privé et à l'ensemble du pays ce qui est fait pour que les gens se rendent compte des efforts qui sont pris derrière. Et puis, il y a une réalité, c'est que la mise en place de réformes prend du temps. Les choses ne vont pas se résoudre en 2 jours, donc ça va prendre du temps, mais ce qui est important, c'est de continuer de dialoguer, notamment avec le secteur privé, ce qui m'emmène à ma 3e question. Pour M. Bonongué, l'administrateur délégué de la FEC. Je sais que dans le souci de faire de la RDC une destination de choix pour les investissements, le ministère du Plan et l'ANAPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, ont entrepris, entre autres choses, une démarche qui est de mener des concertations avec le secteur privé concernant la révision du Code des investissements porté par la loi 004/2002. Alors ma question pour vous est celle-ci, M. Bonongué. Selon vous, sur quels aspects les efforts doivent se concentrer concernant la révision de ce code-là? Merci Madame. Je voudrais qu'on revienne au thème fondamental de cette conférence, risque pays, n'est-ce pas? Tout à fait. Risque pays, justement, le Code des investissements porte les germes d'un risque majeur dans ce pays ce pays risque d'avoir des problèmes parce que il vous souviendra que ce Code des investissements a été mis en place en 2002
dans des conditions assez particulières. Ce pays était dirigé sous 3 administrations indépendantes, c'était pendant la guerre, n'est-ce pas? Et puis, c'était au même moment la reprise de la coopération institutionnelle avec les institutions de Bretton Woods, 2002. Ce code est aujourd'hui dépassé totalement. Et je vais vous démontrer comment. Le code des investissements, quand vous avez un budget, un investissement de 200 000 $, vous avez le bénéfice du code des investissements. Fiscalité, parafiscalité. Pour les petites et moyennes entreprises, c'est 10 000 $. Mais ce qui pose problème, c'est ceci. C'est que le code des investissements ne distingue pas les investissements pour une production industrielle, par exemple, ou un projet immobilier. Que vous ayez un projet immobilier, vous bénéficiez des mêmes droits. Que vous ayez un investissement pour une production industrielle, vous avez les mêmes droits. Mais le problème est le suivant, c'est que celui qui fait venir de l'argent, qui veut investir dans ce pays pour une unité de transformation industrielle, doit justifier au niveau de la Banque centrale par la mise en place d'une licence d'importation de devises, d'où provient son argent, n'est-ce pas? Et tous les investissements qu'il va faire, il devra passer au niveau des banques commerciales pour valider les licences d'importation du matériel qu'il va mettre en place pour la mise en place de son usine. Tandis que le gars qui vient pour faire un projet immobilier, 20 millions, 30 millions, 40 millions de $, jusqu'il y a peu, il n'avait pas besoin de justifier l'origine de ces fonds. Il n'avait pas besoin de justifier l'origine de ces fonds. Or, malheureusement, Madame le gouverneur de la Banque centrale, les ministres des Finances ont parlé de ça tout à l'heure, ce pays est dollarisé à 85%. 85%. Le risque majeur du code des investissements, c'est quoi? C'est que, comme on utilise beaucoup de dollars, et comme les tours naissent ici, dans la ville de Kinshasa, sans qu'on sache d'où vient pratiquement l'argent, eh bien, cela pose un problème. Et le département du Trésor américain a ciblé la République démocratique du Congo. Si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'avoir ce pays interdit d'utiliser des dollars. Je parle sous le contrôle des banques commerciales qui sont là, n'est-ce pas? Madame le gouverneur de la Banque centrale, je ne sais pas si elle est encore là, le ministre des Finances, de quoi je parle, n'est-ce pas? Et c'est un risque majeur, et c'est comme ça qu'il faut absolument, et de toute urgence, essayer de revisiter ce code des investissements. Il faudra insister sur le nouveau code, sur l'origine des fonds, n'est-ce pas? Il faudra insister également sur le fait qu'il faudra beaucoup plus donner la priorité aux investissements industriels, aux petites et moyennes entreprises. Il faut financer les petites et moyennes entreprises. Le code des investissements doit aider les petites et moyennes entreprises. Je rejoins ici le ministre du Budget quand il parle de l'agriculture. Comment expliquez-vous que depuis 2011, la loi 11/022 du 24 décembre 2011 portant le principe fondamental de l'agriculture ne soit toujours pas revisitée? Comment vous expliquez cela? Comment est-ce que nous pouvons redevenir le pays agricole que nous étions quand nous étions, nous, enfants? Vous n'étiez pas encore nés, en 60, 61. Je vous confirme que je n'étais pas encore née, effectivement. Voilà, donc comment on peut continuer à tergiverser alors qu'on devrait modifier cette loi agricole? Il faut absolument revoir le système judiciaire congolais. Nous n'avons pas la prétention, nous, de donner des leçons au système judiciaire. Non, la FEC n'a pas cette prétention de le faire. Le troisième risque majeur que je voudrais épingler, madame, c'est la norme, la hiérarchie des normes. Vous savez, monsieur le ministre, vous savez mieux que moi, un arrêté, c'est un acte réglementaire. Un décret est un acte réglementaire. Une ordonnance est un acte réglementaire. Une ordonnance loi est une loi. Un arrêté, un décret, une ordonnance ne peuvent pas déroger à une loi. Et c'est fondamental. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de problèmes. Je ne vais pas gêner les gens. Je ne suis pas venu là pour gêner les gens. Je ne me permettrai pas de le faire. Monsieur le coordonnateur de la cellule climat des affaires sait de quoi je parle, parce que dernièrement, je lui ai posé un problème. Comment pouvez-vous comprendre qu'on puisse
chercher les corrupteurs. Non, on ne s'occupe pas des corrompus. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas là. Quand il a voulu mettre l'impôt immobilier dans la ville, il a travaillé avec la FEC pendant 2-3 jours et parfois des heures indues pour essayer d'identifier ceux qui doivent payer l'impôt immobilier. Vous savez, monsieur le ministre, que la plupart des bâtiments qui sont là, quand le DG de la DGRK arrivait ou ses services arrivaient, eh bien, on les chassait par les militaires, ils ne pouvaient pas entrer parce que ça se passe de cette façon. Ça se passe de cette façon et si on ne met pas de l'ordre dans ces secteurs-là, ça pose des problèmes. Le quatrième facteur bloquant de risque, c'est les provinces. Ce n'est pas à certaines entreprises qui sont là, je vais apprendre ça. Les provinces sont devenues des frontières pour d'autres provinces. J'ai pris un jour l'exemple d'un sac de haricots. Le sac de haricots, quand il part de Kisangani, je prends un exemple, 100 $. Mais quand ce sac de haricots, quand le bateau arrive, descend, il passe d'abord par la province de la Mangala, ensuite la province de la Chouapa, la province de l'Équateur, la province du Maïndombe, avant d'arriver à Kinshasa. À chaque escale, l'armateur qui est là, le propriétaire du sac de haricots, doit payer une taxe. Comment vous pouvez comprendre ça? On est en train de tuer l'économie de ce pays. On ne peut pas. Ce sont les risques majeurs, n'est-ce pas? Et il ne faut pas se limiter, monsieur le ministre, je voudrais vous demander, je sais que vous êtes très pragmatique, seulement à la notation risque au pays, la RDC, 5%. J'ai suivi tout à l'heure le rapport Bluefit, c'est le niveau de pauvreté, monsieur le ministre. Comment ce pays, monsieur le ministre d'État du budget, l'a dit, qui est son potentiel agricole, que nous puissions avoir des gens qui ne savent pas manger. Nous pouvons produire, et on l'a fait dans ce pays, du riz ici au Congo, des légumes, des tomates au Congo. Chez moi à la maison, je plante des tomates, monsieur le ministre. Donc on peut le faire à grande échelle. Voici ce que je tenais à dire. Peut-être que je répondrai à certaines questions. Je ne veux pas aller en profondeur pour ne pas, je l'ai dit, blesser certaines personnes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bonongué. C'est un sujet tout à fait passionnant et je pense que nous aurons besoin de plus de 2 heures pour aller dans le fond des choses. Mais je vais rapidement donner l'opportunité aux autres panélistes de s'exprimer. Ma prochaine question s'adresse à Monsieur Malik Fall, représentant résident de la SFI en RDC. Donc on parle de mise en œuvre de réformes en RDC. Je sais que votre organisation soutient d'autres pays à travers le monde dans cette mise en œuvre-là. Selon vous, comment faire en sorte justement que ces réformes se traduisent assez rapidement par une amélioration concrète sur le terrain pour les opérateurs économiques? Ok. Merci pour votre question. J'ai combien de temps pour cette question pour répondre? 2 minutes. 2 minutes. 3 minutes. Bon, on va essayer. 2-3 minutes. Non, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la République démocratique du Congo, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites ces dernières années dans certains secteurs. Le secteur de l'énergie a été complètement libéralisé. Le secteur de télécom également récemment. Il y a une loi des PPP. Il y a des guichets uniques qui ont été mis en place. C'est bien. C'est pas suffisant. Il faut faire plus. Et la leçon que je pourrais retirer de tous les projets que nous réalisons un peu partout dans les différents pays, notamment en Afrique, c'est que dans le cadre des réformes, l'adoption des lois n'est pas le processus final, mais le début du processus. Souvent, les gouvernements votent des lois et disent c'est bon, on a réformé. Non, ça ne suffit pas. C'est le début du processus parce qu'il faut compléter, accompagner, former, dialoguer et digitaliser. Je vais vous expliquer pourquoi ces mots-là. Compléter parce que les lois, en telles, n'ont pas d'effet. Il faut les accompagner par des textes d'application, des décrets, des codes qui permettent d'opérationnaliser ces lois. Dans certains pays comme en Côte d'Ivoire, les lois ne sont adoptées que lorsqu'elles sont accompagnées des textes d'application. Pour donner un exemple ici au Congo, nous avons publié en novembre, je pense, la loi sur les télécoms qui libéralise le secteur des télécoms. Aujourd'hui, nous travaillons encore sur les décrets. Est-ce qu'on peut se permettre autant de temps pour
permettre au secteur privé d'investir, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est qu'il faut former, afin que les personnes qui doivent appliquer ces textes puissent, un, les appliquer, et deuxièmement, bien les appliquer. Les agents des différentes organisations, des institutions publiques. Pour vous donner un exemple, nous avons accompagné le gouvernement sur la révision de la loi sur le crédit bail. C'est un projet dans lequel nous avons formé 500 opérateurs, des juges, des avocats, des banquiers, la Banque centrale, pour que la compréhension de ce qui est en train de faire soit la même pour tout le monde et que ça puisse être appliqué de la meilleure façon. Donc il faut former. Il faut également monitorer, mais ça je pense que je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque le coordinateur de la CCA a très bien expliqué les outils qu'ils ont mis en place pour faire le suivi des différentes réformes au niveau des différents ministères. C'est très bien. Il faut également dialoguer. Donc ces processus doivent se faire avec le secteur privé. Pas à la fin du processus, mais tout au long du processus de diagnostic jusqu'à l'élaboration des différents textes pour qu'ils puissent refléter la réalité du terrain. Mais je finirai par dire digitaliser. Parce que le digital est un puissant outil pour rendre l'administration plus efficace et réduire la corruption. Et ça, je n'insisterai jamais assez. Je pense qu'il y a des initiatives qui ont été lancées. Je pense qu'il faut accélérer avec l'accompagnement de plusieurs partenaires. Et ça serait mon point final. Je pense que la digitalisation, c'est vraiment l'outil qui permettra d'accélérer et de refaire sentir auprès des opérateurs vraiment les changements en termes d'efficacité, de réduction de la corruption pour un meilleur climat des affaires. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc on est obligé de courir un peu, vous m'excuserez. Donc je vais adresser ma dernière question au directeur général de la Robank, M. Moustapha Raoudji. Je vais essayer de parler de ce que moi je considère personnellement comme les oubliés, les PME congolaises. On vient de discuter, je pense de manière assez élargie, des conditions difficiles pour opérer en RDC. De manière naturelle, elles ont très peu de chances de survie, ces PME, alors qu'elles ont vocation à jouer un rôle de véritable moteur de développement économique. Donc ma question pour vous, c'est comment est-ce que quel levier le secteur bancaire aujourd'hui peut activer pour augmenter l'accès au financement bancaire à ces opérateurs économiques, à ces PME-là, en tenant compte du contexte, etc. Peut-être je apporterai un petit nuance à votre propos. Vous avez dit que les PME ont très difficile à survivre en RDC. Je vais peut-être dire quelque chose de contraire. Les PME qui sont dans l'informel ont très facile à survivre en RDC. C'est dès qu'ils se formalisent qu'ils s'écrasent complètement. Parce qu'il est vrai, nous partirons dans toutes les rues de Kinshasa, vous allez voir des pharmacies, vous allez voir des vendeurs, vous allez voir des wewa. Tout le monde produit quelque chose chaque jour. Et en elle-même, elle est un PME. Un monsieur qui a 10 taxibus, c'est un PME. Et le fait qu'il œuvre dans l'informel, c'est un facteur clé de son réussite aujourd'hui. Alors la grande question aujourd'hui, c'est de dire que comment peut-on créer un cadre de transformer ces PME qui sont dans l'informel et de l'encourager à venir dans le formel afin de pouvoir bénéficier des services bancaires que nous et mes confrères des banques offrent ici en RDC. Pour entrer sur la vision de ce que nous pensons sera le secteur PME ici 10 ans en RDC, nous n'avons aucun doute que la transformation économique de ce pays se fera par le biais de PME. Les grandes entreprises qui existent aujourd'hui existeront dans 10 ans, mais leur business model en elles-mêmes restera globalement la même chose. Les miniers vont faire la mine, les télécoms vont vendre les services télécommunications, les banques vont faire la même chose. Et le taille d'accroissement de ces entreprises, leur business model est connu et tracé. Mais si nous voulons voir d'où viendra la transformation et la force de cette économie, ici, disons, je vous parie que c'est sur le PME que ça va se passer. On avait suivi avec beaucoup d'intérêt quand M. James avait fait l'acquisition de BCDC, Célestin est ici, où ils ont annoncé 5 milliards de dollars qu'ils vont investir dans des PME ici en RDC. N'est-ce pas, Célestin? Oui. Donc,
ils ont vu quelque chose qui est existant ici, que nous, peut-être parce qu'on vit ici de trop longtemps, on perd l'aperçu de ce qui se passe autour de nous. Mais ce qu'ils disent est totalement vrai. Notre banque s'aligne dans une stratégie très dynamique sur les PME. Nous se sommes mis aussi des objectifs, ici 2025, de financer 20 000 PME. Ce que nous devrons faire dans nos entreprises, c'est de comprendre leur activité, de comprendre comment le financer, comment pouvoir le financer et se faire rembourser. Quelles sont les incitations que nous devrons faire pour être sûr que le financement de PME, ça se fait d'une manière responsable. Donc, je pense que c'est déjà parti. Ce n'est pas quelque chose qui va être lancé, ça existe déjà. La maison de coiffure qui existe est en train de réfléchir de comment il va ouvrir un autre. Le restaurateur qui est à Mongafula est en train de voir comment ouvrir un nouveau restaurant à Lemba. Donc chaque personne dans sa activité se projette dans l'amélioration et dans l'accroissement de son activité. Nous devons un rôle à jouer, c'est de l'accompagner dans cet accroissement. Et donc les méthodes, la technologie, le savoir-faire, c'est très important pour accompagner cette transformation. Maintenant, je dis encore une autre chose. Même si nous, les banques, ne jouons pas le jeu, la transformation aura lieu. C'est inévitable. C'est juste ça. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, remarque très pertinente. Et le fait que vous disiez que les PME dans l'informel survivent parce qu'elles restent dans l'informel, on dit long sur ce besoin d'accélérer l'amélioration du climat des affaires pour leur permettre de rentrer dans le formel et aux banques maintenant de jouer ce rôle d'accompagnement de manière intentionnelle, voulue et structurée. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va peut-être accorder 2 ou 3 questions au public. J'espère qu'on a encore assez de temps. Madame Soraya, peut-être une dizaine de minutes pour les questions au public. On va essayer de faire très vite, effectivement, pour que le public puisse participer. Donc, on prendra 3 questions, mais des questions courtes, s'il vous plaît, chers invités. D'accord. Donc, j'en vois une déjà là. Une dame. Voilà. Les dames d'abord, peut-être. Je sais pas, non? Oui. Les dames d'abord. Donc, on va peut-être commencer par la dame. Deuxième question. Et troisième question. Vous aviez posé une question déjà? Oui? D'accord. Je vous en prie, madame. Et vous nous dites à qui vous adressez la question dans le panel. Merci. Vous vous présentez. Merci. Alors, je m'appelle Tissia Moukouna. Je suis entrepreneur et ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. Alors, vous avez parlé d'importation et d'exportation, mais permettez-moi de donner l'exemple du Gabon qui, en 2010, avait interdit l'exportation du bois non transformé, ce qui a permis au Gabon d'augmenter sa production de bois et de transformation, et ça a permis de créer des emplois. Alors, le Gabon est passé en production du bois de 1,9 million en mètres cubes en 2012 à 3,7 millions en 2021. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, ici au Congo, d'avoir une structure économique nationale en utilisant les structures privées, ce qui va nous permettre d'augmenter le nombre d'emplois et participer à la croissance économique? Merci. Et puis, une sous-question sur les 14 millions que vous avez avancés. Quelle part pour le secteur privé, enfin pour l'amélioration du climat des affaires? Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Kachi Moulumba, directeur général de la société BAB. Ma question s'adresse également à son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, ministre de l'État. Nous qui travaillons dans le secteur agricole, nous travaillons en milieu rural. Vous m'entendez? On travaille en milieu rural et spécifiquement dans ces environnements, le risque est bien plus élevé. Nous voulons savoir est-ce que l'État congolais, lorsque vous aviez dit que les allocations du gouvernement ont augmenté dans le secteur de l'agriculture, est-ce qu'il y a eu des subventions de l'État de manière conséquente pour justement diminuer les risques que nous rencontrons, nous qui travaillons en milieu rural, qui sont beaucoup plus élevés? Merci. Troisième question. Il y a une troisième question.
Merci Madame de m'avoir passé la parole. Je vous en prie. Je voudrais féliciter Madame Moreno et je voudrais aussi féliciter Monsieur Moustapha parce que les deux, ils ont vraiment insisté sur l'aspect opportunité. Alors la seule question que je voudrais poser à l'Assemblée, ne pourrions-nous pas, au lieu de parler de conférence risque, ne pourrions-nous pas parler de conférence opportunité pays? Parce que c'est ça, ils ont montré que nous avons beaucoup de potentialités, mais le problème c'est de transformer ces potentialités en des facteurs de développement de ces pays. Merci. Voilà une courte question. Merci beaucoup, merci. Peut-être Madame, une dernière question. Une dernière question, monsieur. Merci beaucoup, c'est Claude Moubago. En fait, ma question s'adresse à M. Raoudji. Concrètement, comment vous comptez accompagner le secteur privé des entrepreneurs dans différents secteurs? Parce qu'avec les taux aussi d'intérêt que les banques imposent, c'est un frein pour, n'est-ce pas, accéder au crédit dans les différentes banques ici en RDC. En ce qui concerne les climats des affaires, l'intervenant n'a pas un tableau harmonieux, clair, mais aujourd'hui, c'est un fait. Pour créer une entreprise au guichet unique, ce n'est plus une semaine, ça prend encore 2 jours et 2 mois. Et concrètement, qu'est-ce qui fait ces régressions? Qu'est-ce qui justifie cette régression? Merci. Merci, merci beaucoup. Donc je pense que... Oui, on va commencer. Si je résume bien la question, c'est quelles sont les actions que nous allons prendre pour faciliter l'accès au financement? C'est bien ça? Oui, d'accord. Généralement, et souvent, c'est évident que les banques sont souvent attaquées. Ce n'est pas uniquement au Congo, mais c'est au monde entier que nous vivons cela. Aujourd'hui, le vrai problème d'un PME, si je peux me permettre, avec toute humilité, c'est peut-être moins le taux d'intérêt, mais plus l'accès au financement. Maintenant, nous, les banquiers, nous sommes habitués à un certain langage. Nous parlons de bilan, nous parlons de compte de résultats, nous parlons de chiffre d'affaires, nous parlons des charges. Mais quand nous descendons dans un magasin ou dans une pharmacie et nous commençons à parler notre gros français, tout de suite, ça braque la conversation. Nous avons des analystes de risque au niveau de la banque qui doivent étudier ces bilans et donner une notation de nous dire si on doit faire ces crédits ou pas. Mais ces gens-là, ils comprennent un langage, mais le PME parle dans notre langage. Donc pour créer l'accès au financement, pour ne pas venir sur le taux d'intérêt, nous devrons changer le langage que nous parlons. Nous devrons parler le vrai langage du PME, de comprendre quels sont les mots-clés que lui va comprendre pour présenter quelque chose à la banque qui est crédible, qui nous donne de confiance à lui prêter cet argent. D'accord? Il y a aussi la question d'éducation. Ce n'est pas donné à tout le monde qui reçoit un crédit. Ce n'est pas parce qu'il a reçu un crédit qu'il comprend qu'il doit le rembourser. N'est-ce pas? C'est clair, et c'est des éducations basiques. Donc comment pallier à ce problème? Comment on doit dire que si vous remboursez ce crédit à temps et à l'heure, la prochaine fois, vous allez avoir le double. Là, ça rentre très vite. Et dit, très bien, j'ai intérêt à rembourser cette banque. Donc, c'est vraiment passer par des choses très basiques, essayer d'oublier toutes les grandes universités que nous avons fait dans le monde entier, venir avec nos souliers, pieds sur terre, parler le même langage, et c'est ça qui va faire l'accès au financement. Et je suis sûr que chaque entreprise qui comprend notre volonté et notre vision vont jouer le jeu avec nous. Parce que c'est un bon jeu, c'est un jeu vertueux et tout le monde va le comprendre. Donc, ça c'est notre défi, c'est ce qu'on doit faire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bonongué, vous voulez renchérir? Je voudrais compléter, parce que je sens que Moustapha est un peu bloqué. Vous savez, au niveau de la fédération, c'est pour cela, je vais prêcher pour ma maison, c'est pour cela qu'on demande aux jeunes entrepreneurs d'adhérer à la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait cette expérience avec une commission importante de la FEC, la commission des femmes entrepreneurs, par des fonds donnés par le président national de la FEC. Personnellement, on a formé des femmes entrepreneurs à travers la République. Et nous avons aidé certaines de ces femmes à faire un business plan. Et certaines parmi elles
ont pu obtenir des crédits au niveau des banques. Ce n'est pas savant, on peut le faire, on peut aider, accompagner les jeunes et les femmes pour obtenir une ligne de crédit. Et nous nous portons d'ailleurs, nous, Fédération d'entreprises du Congo, auprès des banques qui sont nos membres, on se porte garant au niveau de ces banques. Voilà. Très bien, merci, excellent point. Excellence, Monsieur le Ministre, je Merci vous donne beaucoup. l'occasion de... Deux réponses très rapides. Madame a évoqué l'exemple du Gabon qui a interdit l'exportation de produits de bois non transformés. Je crois que c'est un exemple à considérer. Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, a présenté au Conseil des ministres, il y a de cela quelques mois, une proposition de mesures à prendre exactement pour protéger notre industrie de bois qui, comme vous le savez, se trouve dans une situation où il est impossible même de savoir la quantité de bois qui est exporté. Ici, il s'agit déjà du bois non transformé. Et donc, le Conseil des ministres lui avait chargé d'approfondir sa réflexion et je ne serais pas surpris si à un certain moment, dans un avenir proche, elle proposait ce genre de mesures qui s'accompagnent d'habitude par des mesures de restriction en termes de non tarifaires et tarifaires pour protéger l'industrie locale et la permettre de devenir compétitive. Donc, je crois que cette réflexion est en cours au niveau du gouvernement. Alors, la part des investissements, le deuxième volet de votre question, je n'ai pas bien saisi. La part des investissements... Des 14 milliards. Pardon? Elle demandait sur les 14 milliards que vous avez mentionnés, quelle part va être affectée, c'est ça, à l'amélioration du climat des affaires? Ah, c'est une question... Oui. L'amélioration du climat des affaires, c'est une question transversale. Il n'est pas ici question de prévoir un budget spécifique pour cette activité. Donc, quand vous examinez les budgets de la République et en tenant compte des réformes en cours qui ont été brillamment explicitées ici, c'est un effort qui doit se fournir à tous les niveaux. Au ministère du Budget, il y a des ressources consacrées sur des réformes qui vont dans le sens à améliorer le climat des affaires et c'est le cas pour tous les ministères. Donc c'est difficile d'avoir une ligne dédiée à cette activité. Je pense que vous aviez même répondu à cette question en mentionnant le fait que vous avez alloué une part du budget à la défense, par exemple, pour améliorer la sécurité, au secteur agricole. Donc je pense que ça adresse déjà... Tout à fait. Alors la deuxième question, très rapidement, est-ce qu'il y a des subventions prévues pour les PME qui opèrent dans les milieux agricoles? À ce stade, je ne pense pas qu'il y a des subventions spécifiques pour ces PME, mais dans le cadre du programme, par exemple, de développement local des 145 territoires, il est prévu des financements pour le développement des filières agricoles en milieu rural. Et donc, je crois que les modes de décaissement pour ces fonds, les modes de gestion pour ces fonds restent encore à définir. Nous avons tout un ministère en charge des PME et de l'agriculture. Je crois qu'il faut peut-être se référer à ces ministères pour avoir des réponses précises par rapport à cette possibilité de subvention des PME qui opèrent dans les secteurs agricoles en milieu rural. Voilà les deux réponses brèves aux préoccupations des deux intervenants. Merci. Et donc, merci beaucoup. Donc, alors, très rapidement, je vais répondre. Il y a monsieur l'avocat qui a posé une question. Pour être sincère, je n'ai pas peint un environnement harmonieux. J'ai reconnu d'une part qu'il y a des défis, mais d'autre part qu'il y a une nette volonté, en tout cas plus supérieure à tout ce qu'on a eu à connaître dans le passé, pour faire bouger les choses. Écoutez, comment je vais peindre un environnement harmonieux alors que le ministre des Finances lui-même sait reconnaître qu'il y a des problèmes de fiscalité? On est juste sincère, on connaît les problèmes qu'il y a et il y a une nette détermination à avancer et à trouver des solutions, à proposer des réformes appropriées. Moi, je suis toujours dans de très bons termes et en collaboration profonde avec la Fédération des entreprises du Congo. Monsieur le ministre des Finances, aujourd'hui, il nous a même ouvert la voie à commencer à travailler sur les avant-projets de loi de finances. Au niveau du ministère des Finances, on y travaille jusqu'au niveau du Parlement. Donc ça veut dire que le pays sait dans quelle position on se trouve aujourd'hui, mais il y a une nette volonté, et ça on ne peut pas le nier, d'améliorer le climat des affaires et d'avancer. Donc très rapidement, pour répondre à votre question concernant le guichet unique, alors je dirais que globalement, moi je suis d'ailleurs content qu'on pose cette question alors que je suis en présence des ministres du budget et des finances, parce que c'est un problème de financement. Donc Excellence, il y a un problème de financement sérieux au guichet unique. Et donc il va falloir s'y pencher. Pourquoi je le dis? Parce que en réfléchissant sur ce problème de financement,
Il y a une réforme qui a été faite par le gouvernement passé qui a été mal calibrée. On a transformé le guichet unique en établissement public, alors que les recettes que le guichet unique touche ne sont pas des recettes qui lui sont propres, ce sont des recettes qui relèvent des services d'assiette et qui sont perçues par la DGRAD. Et donc faire du guichet unique, avoir fait du guichet unique un établissement public, dans un sens, ça peut. En tout cas, les réflexions vont dans ce sens-là. C'est une réflexion haute que je suis en train de lancer. Est-ce que c'était la bonne réforme qu'il fallait faire? Parce que si aujourd'hui le guichet unique, comme tous les établissements publics, doit se rémunérer de manière permanente sur ses prestations, ça risque d'augmenter le coût des prestations de création d'entreprise et donc on risque de reculer sur les réformes qu'on a su engranger par le passé. Et donc aujourd'hui, il y a un grand problème de financement. Il y a une grande question, c'est même une réforme sur l'optimisation de la création d'entreprises, de sorte que tous les services soient mutualisés et qu'il y ait, au lieu de passer service par service, que le guichet unique fonctionne comme un vrai guichet unique, mais il va falloir régler ce problème du financement. Et voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les participants, enfin à tous les panélistes. Merci beaucoup pour votre temps. Je pense que nous arrivons à la fin de ce débat et j'espère qu'on pourra organiser la conférence Opportunités Pays prochainement. Alda, il faut prendre note. Merci beaucoup. Merci à tous.